tout le monde. On accueille donc l'association Coup de pouce, qui est une association qui existe depuis une bonne quarantaine d'années, si j'ai bien lu, en France. Elle est agréée par le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, elle propose la mise en place de clubs, qu'on appelle les clubs Coup de pouce, sur le temps périscolaire pour des élèves qui sont repérés par les enseignants et qui ont besoin d'un accompagnement dans l'apprentissage du langage, de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, etc., quoi. Donc voilà, Exactement. le dispositif existe dans l'enseignement public depuis plusieurs années et grâce aujourd'hui, alors vous en direz un peu plus, un fonds de soutien, il est disponible, il est proposé aujourd'hui dans l'enseignement catholique, donc il y a des expériences qui ont déjà eu lieu, enfin il y a des situations qui ont déjà eu lieu. Et donc on accueille aujourd'hui deux représentants de l'association, donc qui viennent nous présenter la proposition. Donc Alexis Micou et Pierre Auverdias, pardon. Je vais leur laisser se présenter et puis donc nous présenter Coup de pouce et la proposition qui nous est faite, qui j'espère va intéresser beaucoup de monde. Merci à vous deux pour la présentation que vous allez nous faire et puis je vous laisse vous présenter d'abord. Très bien, merci. Je prends la parole, Pierre, et puis je te la donne de suite. Donc, je suis Alexis Micou, je suis délégué territorial pour l'association Coup de pouce. Nous sommes, je vais en reparler, un peu plus d'une vingtaine de délégués territoriaux au niveau national. Et donc, moi, je m'occupe spécifiquement de la région des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté. Et j'accompagne les écoles, j'accompagne des communes également sur la mise en place du dispositif. Pierre, je te laisse la parole pour clarifier aussi. Voilà. Donc, Pierre Auverdias, ancien chef d'établissement sur Lyon. J'ai bénéficié dans mon établissement d'un club qui a été financé par le fonds de dotation reconnaissance. Donc, à mon départ à la retraite en 2015, le fonds de dotation m'a demandé de suivre les clubs de l'enseignement privé catholique pour le suivi et la mise en place de ces clubs financés par le fonds de dotation. Donc le fonds de dotation reconnaissance n'est là que pour la partie financement uniquement. Il est originaire de Lyon, ce fonds de dotation, et maintenant il finance des clubs aussi bien dans les Hauts-de-France que du côté de Marseille et en Haute-Loire, ainsi que le diocèse de Lyon et le diocèse de Saint-Étienne. C'est ça, parfait. Alors, je vais me permettre de présenter assez succinctement un rapide historique de l'association, mais peut-être pour remettre en contexte, je vous présenterai très concrètement ce qu'est un club coup de pouce et le rôle des enseignants, le rôle des établissements là-dedans. Et puis, on laissera, je pense, pas mal de temps pour des échanges, des choses très concrètes. Est-ce que vous voyez l'écran que je partage? En ce qui me concerne, oui, je pense, oui. Oui, ok, très bien. Ouais. Alors, partage, c'est pour accompagner ma présentation. L'association Coup de pouce, elle part d'un constat au niveau des inégalités de niveau scolaire liées au milieu social. Persiste en France. On a une école, tant publique que dans les établissements privés, qui reproduit une certaine forme d'inégalité. On a des enfants qui sont un petit peu moins accompagnés que d'autres à la maison. On part du principe que l'école fait très bien son travail. On a une immense majorité des enfants qui vont rentrer dans l'apprentissage des savoirs fondamentaux, dans la lecture, dans l'écriture, dans le langage. Et mais on a certains enfants qui ont peu d'occasion de réinvestir dans leur environnement familial, concrètement, ces savoirs de base, et qui donc ont un peu plus de mal dans la lecture, à définir son projet de lecteur, ont peut-être un peu moins de motivation, un peu moins de confiance en eux, alors que ce sont des compétences qu'on va appeler psychosociales, voilà, le savoir-être, motivation, le fait de travailler dans un groupe, de prendre la parole dans la classe, etc., qui sont nécessaires pour rentrer dans la lecture, dans l'écriture, dans les mathématiques. Donc, l'association Coup de pouce, bref historique, créée en 1984 par un collectif d'enseignants lyonnais, une association effectivement agréée par le ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes aujourd'hui 46 salariés répartis sur tout le territoire de Paris, Marseille, à la Réunion. Nous avons des clubs à Mayotte, nous avons des clubs en Thaïlande, dans le Jura, en Isère, de partout. Ce que l'on propose, ce n'est
pas des animateurs directement qui vont prendre en charge un groupe d'enfants. Nous proposons des outils, nous proposons des formations, nous proposons des méthodes, un cadre aux écoles qui vont pouvoir, aux écoles ou aux communes d'ailleurs, hein, qui vont pouvoir le mettre en place sur la base du volontariat avec les enfants. Sur la base du volontariat, je parle bien, je confirme au niveau des établissements, les enseignants sont partie prenante. C'est dans le cadre d'un partenariat, les enseignants, les parents, les enfants. Sans ça, ça ne peut pas fonctionner. Le coup de pouce, les clubs coup de pouce. Concrètement, je vais vous parler du coup de pouce clé. Nous avons aujourd'hui le coup de pouce CLA, c'est donc le club de langage qui est proposé aux enfants de grande section de maternelle, axé autour du langage. Nous avons le coup de pouce clé qui existe depuis presque un peu plus de 30 ans, qui est un peu le dispositif phare que l'on propose. On accompagne environ 6 000, 7 000 enfants avec ce dispositif chaque année. Donc, je vais me concentrer là-dessus. Le coup de pouce clé, c'est le club de lecture d'écriture qu'on propose aux enfants de CP. Et nous avons le coup de pouce CLEM, le club de lecture d'écriture et de mathématiques que l'on propose au CE1. On retrouve la même idée derrière ces dispositifs, donc je vais me concentrer sur le coup de pouce clé. Et si vous avez des questions sur les adaptations que l'on peut avoir avec le CLA ou le CLEM, donc les grandes sections, le CE1, on se fera un plaisir d'y répondre. Le coup de pouce clé, concrètement, c'est une action préventive, prévention du décrochage scolaire précoce. C'est une action périscolaire, puisque ces clubs vont avoir lieu sur le temps périscolaire, après l'école, et c'est une action périfamiliale, puisque on va intégrer, on va proposer aux parents d'y participer. Concrètement, après la classe, 5 enfants vont se retrouver pendant 1h30, 4 soirs par semaine, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi. Généralement, c'est là où on prend peur, mais ne vous inquiétez pas, on va pouvoir en parler. C'est un club qui est animé par un adulte formé par l'association, avec les outils, enfin outillé par l'association, dans les locaux de l'école. C'est un double intérêt, que ce soit dans les locaux de l'école, c'est l'idée de faire vivre des moments de réussite et de plaisir à l'enfant dans l'école et de pouvoir faire venir les parents à l'intérieur de l'école. Cet adulte, on en parlera aussi, hein, je pense qu'il y aura des questions. On n'a pas une base de données d'animateurs, on peut vous accompagner dans le recrutement voilà, avec les canaux classiques. L'idéal, c'est de pouvoir recruter quelqu'un de l'école. Et avec Pierre, on pourra en parler, des enseignants, AESH, etc. Chaque séance de ce club est composée d'une série d'activités brèves et ludiques que je vais vous présenter très rapidement. On retrouve non pas les mêmes activités chaque jour, mais le même grand type. On va travailler plutôt la phono, plutôt la lecture, etc. Et les parents sont entièrement dispositifs, ce sont des partenaires, ils sont incités à réinvestir à la maison les jeux, on va leur prêter des jeux concrètement qui sont fournis par l'association, des outils et on va leur proposer de participer à des clubs et à des temps forts. Voici le déroulé de la séance. Chaque séance d'1h composée ainsi. On a un petit temps d'échange avec l'enseignant, un moment d'échange, savoir comment s'est passée la journée, là où vous en êtes, pour qu'il y ait du lien qui se fasse avec l'animateur. Nous avons 30 minutes de goûter, 25 minutes de goûter, plus un temps de présentation, un mot du jour, comme on peut travailler une phrase du jour dans la classe. Nous avons un temps de devoir, environ 15 minutes de devoir, je préfère dire un temps de lecture donné par l'enseignant, qui se fait de manière collective, on pourra en parler. Et quand bien même nous avons des enfants de 2 classes, de 3 classes, de 5 classes différentes, pourquoi pas, c'est un temps qui est collectif. Nous avons une petite demi-heure, là encore, d'activités brèves et ludiques, où là, on va retrouver un jeu de son, une petite phrase surprise, on va proposer une dictée à l'adulte, une production collective d'écrit, et un jeu de lecture, c'est concrètement un jeu de plateau, très généralement, un jeu à memory, etc., qui va mobiliser la lecture, puisque les enfants, en jouant, on se rend compte qu'ils y arrivent un petit peu plus, et eux-mêmes se rendent compte qu'ils y arrivent un petit peu mieux. Nous avons un temps d'autonomie, puisque ça s'apprend, bien sûr, hein, ça peut être logique pour nous en tant qu'adultes, mais ça s'apprend, l'autonomie. Et on termine chaque séance par une histoire, la lecture d'une belle histoire, une lecture offerte aux enfants. Et le dernier temps, c'est l'accueil des parents, si possible, lorsque les contraintes Vigipirate, Covid, etc. le permettent, on invite les parents à venir assister au temps de l'histoire.
Très concrètement, tout cela se met en place dans un cadre ludique, c'est le mot d'ordre. On ne veut pas faire l'école après l'école. On a des enfants qui peuvent avoir des fragilités sur certaines choses, sur la lecture, sur la compréhension, sur le temps scolaire. Donc, remettre du temps scolaire, ce serait remettre des temps de difficulté. On va vraiment travailler les compétences psychosociales dont je parlais tout à l'heure, le fait d'être à l'aise, de prendre la parole dans un groupe, le fait d'avoir envie de créer ce projet de lecteur dans la lecture. On peut faire énormément de choses. On va voir les différentes fonctions de l'écrit, mais toujours en prenant plaisir, en valorisant les réussites. Et dans ce petit groupe de 5, ce sont les 5 enfants, les 5 mêmes tout au long de l'année. Bien sûr, ils vont évoluer en compétences, en comportement, mais en tout cas, on propose le même club aux mêmes enfants, si possible par le même animateur. Donc, on a un esprit en fait qui se crée et ça fait partie de ce club-là. Très concrètement, je vous présente quelques outils et puis j'en aurai bientôt terminé. Des outils, on propose dans ce cadre que l'on offre aux écoles. On a une carte d'adhérent qui va être signée par des adultes. Nous avons des fiches de présentation pour cadrer tout ça. On propose l'organisation d'une petite cérémonie dans l'école avec un discours pour rendre le côté formel, une cérémonie d'ouverture où on va représenter les objectifs du dispositif et l'implication de chacun, puisque c'est un dispositif qui est proposé de manière gratuite aux parents, aux enfants, mais qui est engageant, vous l'avez compris, tout au long de l'année, à plusieurs soirs par semaine. Voilà, ça c'est un exemple de jeu que l'on va proposer, qu'on va pouvoir retrouver sur le site internet, qu'on va retrouver aussi à travers une mallette, très concrètement, avec des jeux qui sont plastifiés, etc. Et je vous proposerai peut-être, si j'ai le temps, je vous montrerai les engagements, puisqu'on propose des engagements aux enfants et des engagements aux parents. Les parents vont s'engager à fournir un goûter aux enfants, puisque vous l'avez vu, on a une demi-heure du temps, c'est un goûter. Donc on propose aux parents de fournir un goûter, on leur propose de s'engager à participer à 1, 2, 3 séances dans l'année, selon leur calendrier. On leur propose de participer aux cérémonies, de récupérer des jeux, etc. Tout ça est non pas contractualisé avec les parents, mais en tout cas, il y a une forme de cérémonie et on essaie de mettre de l'importance derrière cet engagement. Les enfants à qui on propose concrètement, ce sont des enfants qui ne semblent pas recevoir à la maison l'accompagnement dont ils auraient besoin. Il y a certainement des choses qui sont mises en place à la maison. Peut-être que c'est moins adapté ou que les parents sont moins bien outillés. Et notre objectif, ça va bien sûr d'être d'outiller ces parents pour qu'ils prennent le relais à la fin du coup de pouce. Les enfants, ce ne sont pas des enfants qui ont des troubles cognitifs, des troubles du langage, de trop grandes difficultés qui nécessiteraient de faire appel à un spécialiste, orthophoniste, etc. Ce ne sont pas des enfants ayant un niveau très faible, puisque le coup de pouce, ce n'est pas une baguette magique, malheureusement. On aimerait pouvoir accompagner tous les enfants, mais on demande un certain prérequis, notamment au niveau de la déchiffrabilité des lettres, etc., pour qu'ils puissent prendre plaisir à participer à ce club-là. Ce ne sont pas des enfants qui ont des problèmes de comportement, des problèmes de concentration, dans la mesure du possible, puisque sur une séance aussi ritualisée, prendre le temps de faire la police toutes les 5 minutes, c'est compliqué pour les animateurs. Et ce n'est pas un dispositif qui est destiné aux enfants nouvellement arrivés en France, aux enfants allophones. Tout ça, c'est bien sûr en théorie, c'est vous qui connaissez le mieux les enfants, le contexte dans lequel ils vivent. C'est aussi aux enseignants d'imaginer ces enfants dans un groupe de 5, c'est pas la même chose que dans le groupe classe. Et il arrive très régulièrement, concrètement, que nous ayons des enfants qui sont dans des situations de plurilinguisme, dont les parents vont parler une autre langue à la maison. Ça se prête un petit peu plus que vraiment des enfants nouvellement arrivés en France. C'est un dispositif qui est plutôt proposé à des enfants qui, donc, à l'école, semblent avoir peu d'activités partagées avec un adulte autour de la lecture. Ce sont des enfants qui ont plutôt des fragilités, des enfants qui sont en difficulté, des enfants timides, réservés, qui travaillent plus lentement, qui ont plus confiance en eux, qui, vous savez, se démotivent en lisant un énoncé, une consigne, etc. Et des enfants, pour terminer, qui ont du mal à avoir du sens dans l'apprentissage. Et je reviens sur le concept de projet de lecteur qui a été développé par Gérard Chauveau, qui a été un chercheur à l'INRP, qui a travaillé d'ailleurs sur la mise en place de ce coup de pouce, qui a des fondements scientifiques. Un exemple de l'implication des parents au niveau de la coéducation du programme coup de pouce. On va demander plusieurs choses, de participer donc aux cérémonies, à des séances collectives, à travers le prêt de jeu, pourquoi pas un cahier de vacances. Le questionnaire
je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais chaque année, c'est un dispositif qui est évalué, enseignants, parents, enfants, animateurs. Et on demande aux parents de participer régulièrement à la belle histoire, à des échanges avec les animateurs sur comment s'est passé le club, etc. Et via Super Idée, je fais un petit focus sur Super Idée. C'est un dispositif qu'on propose depuis cette année, un SMS qui est envoyé aux parents volontaires, qui est envoyé par l'association, un SMS qui est personnalisé, donc on va retrouver le prénom de l'enfant, un SMS qui est envoyé individuellement à chaque parent, volontaire encore une fois, ils peuvent se désinscrire, et on va leur proposer une activité facilement, entre guillemets, en tout cas qui se mettent en place à la maison, autour de l'éveil à la lecture, à l'écriture. Et c'est un SMS où il y a le prénom de l'enfant, je l'ai dit, et qui peut être traduit dans 12 langues. Donc, on pourra revenir du turc, lingala, ukrainien, etc. Et un exemple de SMS, super idée, faites une pause au milieu d'une histoire et demandez à Aya, donc prénom de l'enfant, ce qui pourrait arriver ensuite. C'est un jeu qui aide votre enfant, etc. Donc, c'est ce genre de SMS qu'on propose avec le dispositif, parmi d'autres. Le rôle des enseignants, concrètement, là-dedans, repérer les enfants en début d'année, travailler ensemble, hein, c'est l'idéal, en lien avec les collègues de grande section, par exemple, si on parle du CLÉ. Rencontrer les parents individuellement avec un coordinateur dans l'école qui est un enseignant, on pourra revenir dessus aussi. Donc rencontrer les parents puisque c'est bien l'école qui propose le dispositif, non pas l'association qui vient dans l'école. C'est important que ça vienne de l'école. On demande une vigilance sur les devoirs, le temps de lecture. Vous avez vu, nous avons 15 minutes pour faire les devoirs. La séance est assez timée, si je peux dire. Donc, c'est important qu'il y ait une cohésion, c'est important qu'il y ait un temps pour les enfants de faire les devoirs, d'être en règle avec l'école, mais on va proposer quelque chose d'autre à ces enfants à côté. Donc, certaines fois, les devoirs ne seront pas terminés, donc il y a une certaine vigilance, et je pourrais en reparler plus concrètement, hein, si un dispositif se lance dans une école. On pourra bien sûr échanger avec les enseignants. Et dernière mission de l'enseignant, faire du lien avec l'animateur. L'importance du lien, vous le connaissez, entre la classe, le club, si les enfants peuvent présenter des choses, c'est très important. Dernière slide, sur du concret aussi, et Pierre pourra compléter, parce que j'ai certainement oublié plein de choses. Le CLÉ, par exemple, mise en place à partir de début novembre. On a le temps de récupérer les enfants, généralement c'est après les vacances de la Toussaint, jusqu'au mois de juin. Les animateurs, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient membres de l'école, on a une formation en ligne, on a une formation présentielle, c'est pas très joli, mais en tout cas une formation où on peut échanger avec les donc association Coup de pouce animateurs. On demande à ce que les enfants soient abonnés à une revue dans le club qu'ils vont apprendre à découvrir, qu'ils vont pouvoir ramener à la maison. On propose la mise en place d'une convention, hein, Coup de pouce, fonds de dotation, Pierre va en parler, et l'école. Et le financement, donc tout ça est pris en charge financièrement. Là, on parle de 5 700 €. C'est le coût qu'on évalue pour le dispositif. 80% de ces 5 700 €, c'est de la rémunération de l'animateur, puisqu'on demande à ce que l'animateur soit rémunéré 2 heures pour 1 heure et demie de séance. Et c'est un financement donc, qui est proposé par le fonds de dotation. Donc, en fin de compte, l'OGEC avance ces fonds et est remboursé sous 48 heures. C'est le fonds de dotation qui tient à cela. Je m'arrête ici, j'ai parlé déjà pas mal de temps pour laisser la parole à Pierre et puis on prendra vos questions s'il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas été clair. Pierre, je te laisse la parole. Oui, alors moi je vais plutôt intervenir par rapport au fonds de dotation. Donc le fonds de dotation, lui, comme l'a expliqué Alexis, fonctionne sur le financement des clubs. Donc il vous a dit déjà pour le club clé, c'est 5 700 € pour l'année. L'établissement doit faire l'avance des frais et le remboursement se fait en fin d'année sur présentation d'une facture avec certains éléments bien précis, dont les fiches de paye de l'animateur et éventuellement du coordinateur si celui-ci est rémunéré. Je fais cette petite intervention sur le coordinateur parce que Alexis, je crois, n'en a pas parlé. Et puisqu'il concerne une personne référente dans l'établissement qui n'est pas forcément l'animateur, mais qui peut l'être, mais qui sera notre correspondant à Alexis et à moi-même pour voir un petit peu comment vit le club dans l'établissement.
Ça peut être généralement c'est un enseignant et il est rémunéré pour une somme donnée qui est un forfait pour l'année qui lui permet de prendre du temps pour ne serait-ce qu'aller visiter le club et puis avant éventuellement de faire un relais avec les parents pour trouver les élèves qui seront pris en charge, les enfants qui seront pris en charge par le club. Donc voilà le rôle du fonds de dotation. Alors, l'animateur, comme a dit Alexis, est embauché par l'établissement. Alors, on peut avoir différents profils d'animateurs. On peut commencer par un enseignant qui le désire. Ça peut être un ATSEM ou une ATSEM, ça peut être un AESH, ça peut être un étudiant si on se trouve dans une ville universitaire ou avec des établissements secondaires ou post-bac. On peut aussi faire appel, il ne faut pas hésiter, peut-être à trouver dans les parents d'élèves des parents qui peuvent être ressources, puisque là, ça s'est fait cette année sur un établissement, mais c'est peut-être une piste aussi à creuser. Donc, chaque animateur possède un contrat rédigé par l'OGEC de l'école, et je dis bien rédigé par l'OGEC, il n'est pas embauché par le fonds de dotation, ni par l'association Coup de pouce, et ce n'est ni l'association Coup de pouce, ni le fonds de dotation qui signent les contrats d'embauche de ces animateurs. Le fonds de dotation et l'association Coup de pouce vous demanderont simplement de signer une convention qui fixe le fonctionnement du club et le financement par le fonds de dotation. Vous avez pu avoir aussi, donc je pense que j'ai peut-être déjà commencé à répondre à quelques questions que j'ai vues apparaître dans les conversations. Donc les animateurs sont formés par le fonds de dotation, pas par le fonds de dotation, mais par l'association Coup de pouce. Ce temps de formation doit être aussi pris en compte dans la rémunération parce que quelque part, on essaye de valoriser ces personnes dans le sens où elles vont prendre en charge un groupe de 5 enfants et c'est une manière de reconnaître aussi par leur rémunération puisque le fonds de dotation exigera qu'il y ait une rémunération minima de 12 € net de l'heure. Voilà, donc alors, on facilite pas le calcul des OGEC puisque généralement ils sont obligés de refaire le travail à l'envers alors qu'ils veulent que l'on ait une rémunération brute. Mais on s'est aperçu que nous n'avions pas de rémunération brute à leur donner pour la bonne et simple raison que selon les cas des personnes embauchées, il peut y avoir des différences de salaire brut pour un même salaire net. Donc, c'est aux OGEC un petit peu de voir quels sont les calculs qui sont à faire en repartant du salaire net. Voilà, on ne facilite pas l'affaire, mais c'est une des exigences du fonds de dotation. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai vu un petit peu dans les conversations qu'on me demandait quand est-ce que les devoirs étaient faits, mais je pense que Alexis a répondu. Les visites que personnellement je fais sur le diocèse de Lyon me prouvent qu'il faut qu'il y ait un lien, s'il y a plusieurs CP dans un établissement, il faut qu'il y ait un lien entre les enseignants pour que les devoirs à minima soient identiques et non pas qu'il n'y ait pas une inflation. Ce n'est pas le club ne devient pas une aide aux devoirs. C'est bien un travail qui est fait sur la lecture. Donc, il faut que le temps de ce jeu, de cette partie ludique, soit bien pris dans son entier et que le temps de devoir réparti sur une quinzaine de minutes soit bien respecté. Donc, s'il y a une poésie à apprendre, des choses comme ça, veillez à ce que ça ne soit pas du lundi pour le mardi, mais plutôt du mardi pour le mercredi pour que ça puisse se faire à la maison. Voilà quelques exemples simples et concrets de l'organisation du travail qui sera axée pendant le temps du club uniquement sur la lecture. J'ai vu aussi que se passe-t-il si un enfant fait le travail, que font les autres pendant ce temps-là? Pendant les devoirs, tout simplement, il faut comme Alexis a dit, c'est un travail aussi collectif. Donc, il faut que ce temps de devoir puisse être fait d'une manière collective.
Si une personne intervient de l'extérieur, bah, de toute façon, s'il y a un contrat, si elle intervient, si elle est animatrice, il y a un contrat. Donc, automatiquement, les assurances doivent être comprises dans. C'est l'établissement qui assure les assurances nécessaires pour ces personnes-là. Qui verse les fonds? J'ai répondu, c'est le fonds de dotation reconnaissance. Sur présentation d'une facture globale et des justificatifs. Et comme l'a dit Alexis, la personne qui gère ce fonds de dotation s'engage à adresser soit par virement, soit par chèque, dans les 48 heures, les fonds qui figureront sur cette facture. Qu'est-ce que j'avais pu voir aussi? Alors, je pense que Alexis aussi pourrait réagir en disant nous avons à l'école des enfants de CE2 de très faible niveau. Peut-on envisager de faire un groupe de CE2? Il y a un club pour les CE1, un club pour les CP, un club pour les grandes sections. Donc, il ne faut pas mélanger les genres en disant et si on mettait des enfants de CE2. Par contre, je modère mon avis en disant que si dans un groupe de CE1, on s'aperçoit que dans la classe de CE2, il y a un enfant qui relèverait plus du niveau de CE1, pourquoi pas l'inclure? Mais cela reste de l'exception, y compris pour un club clé. Si on se rend compte qu'un enfant est passé en CE1, mais il est plus du niveau de CE2, de CP, on peut aussi le faire. Pour la grande section et le classe, je pense que cela n'a pas lieu d'être. Un enfant qui passe en CP et qui aurait pas dû quitter la grande section, je sais pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà, ou alors l'enfant ne relève pas de ce dispositif. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur le fonds de dotation qui existe depuis 10 ans. Donc, il a été créé sur Lyon et pour vous donner un ordre d'idée, il pourrait financer jusqu'à une centaine de clubs sur l'ensemble de la France. Et à l'heure actuelle, c'est sous couvert d'Alexis, nous devons être à 45 clubs. Donc vous voyez encore le volant qui reste à pourvoir. C'est ça, merci. Je repasser la parole à Alexis ou à Xavier. Je complète juste sur les deux autres questions que j'ai vues avant de redonner la parole, Monsieur Debauchène. CE2, la question de CE2, je complète en disant que le dispositif, deux réponses, le dispositif a été conçu par des chercheurs qui travaillaient plutôt sur, l'apprentissage des savoirs fondamentaux et jusqu'au cycle 2 de l'époque, donc en CE1, et ça a été conçu autour du programme de mathématiques de CE1 et donc faire passer un CE2, il y aurait un décalage. Et en plus, pour travailler les compétences psychosociales dont je parlais, notamment la confiance en soi, de se retrouver dans un groupe au niveau du dessous, ça peut être un petit peu problématique. C'est pas quelque chose qu'on a déjà essayé et ça n'a pas vocation. Il y a certainement plein de choses, ou en tout cas d'autres dispositifs qui pourraient être proposés à ces enfants-là, mais on préfère se concentrer sur des choses où on sait que ça fonctionne, dont on sait que ça fonctionne, à savoir les grandes sections, les CP, les CE1. Il y avait une question sur ce n'est pas trop chargé toute une année pour les mêmes élèves, est-ce possible d'envisager de découper l'année en deux? Deux réponses à ça. Pourquoi est-ce qu'on propose de novembre à juin 4 heures par semaine? On propose un nombre de séances, ça fait autour de 94, 95, 96 séances, ça dépend les années, de club. Et pourquoi on propose ça? Je vous renvoie aux travaux d'André Nisian, notamment, qui a travaillé là-dessus, et Gérard et Eliane Chauveau, sur ce qui fait la différence entre un enfant bon lecteur et un enfant qui a un peu plus de difficultés au CP. C'est, en plus de son temps scolaire, les activités qui se passent à l'extérieur, et on sait que les enfants qui réussissent le mieux à rentrer dans la lecture vivent environ une centaine d'heures autour de la lecture, autour de l'écriture, aux côtés de l'école. Ça peut être à travers la lecture de partitions à l'école musicale, ça va être se faire lire une histoire à la maison, ça va être faire des mots fléchés. Le programme télé, ça s'y prête peut-être moins, il y a peut-être de moins en moins de programmes télé maintenant, mais en tout cas, vous voyez cet exemple-là. C'est pour ça qu'on propose cette durée et sur le même nombre d'enfants. Pour vous le dire concrètement, on sait
qu'avec ce format, on atteint les objectifs qu'on se fixe avec les enfants. Le dispositif existe depuis 35 ans. On a été évalué, c'est un des dispositifs les plus évalués. On dépend de financements publics, privés, on a vraiment questionné tout cela. Et on sait que ça fonctionne sous ces conditions-là. Si on modifie un paramètre ou deux, on n'est plus assuré du dispositif. Et pour les 15 minutes de devoir, ce n'est pas trop lourd. Pas de devoir. L'objectif, c'est de ne pas faire des devoirs en rentrant. L'enfant qui est au club coup de pouce ne rentre pas, ne fait pas de devoirs en rentrant à la maison. C'est pour ça qu'on insiste sur les 15 minutes de devoirs. S'il y a des poésies, on peut le faire le mercredi après-midi, on peut le faire le week-end, mais on insiste, il ne faut pas que l'enfant fasse des devoirs à côté de la maison. Et sur la lourdeur du dispositif, concrètement, rajouter 1h30 d'école après l'école, c'est lourd. On a des enfants qui vont à la MJC, qui vont au centre social, qui font de l'accueil périscolaire à côté. On ne se dit pas forcément que c'est trop lourd. C'est la même idée. Là, on va travailler la lecture, mais indirectement. On va s'amuser, on va vivre des temps de jeu, on va prendre confiance en soi, et via la lecture. Mais les enfants, ils voient pas ça directement en fait. Eux, ils voient qu'ils s'amusent. Et donc, ce n'est pas trop lourd, je vous l'assure. Enfin, Pierre, toi, tu l'as mis en place. Tu as vu depuis plusieurs années. Quand c'est animé de manière ludique, ce n'est pas trop lourd. Et plusieurs animateurs sur la semaine. Après, je vous laisse la parole, Monsieur Debauchen, peut-être. Plusieurs animateurs sur la semaine, c'est quelque chose qui s'est vu. C'est pas l'idéal. Ça peut se mettre en place concrètement, hein. C'est pas l'idéal. Pourquoi? Puisque dans les relations avec les enfants, c'est intéressant d'avoir un référent et c'est intéressant pour les parents aussi. On voit que le lien qui se crée avec les parents, qui est un objectif du dispositif, c'est plus facile lorsqu'on a un seul référent. Mais ceci dit, c'est la théorie, hein, et entre la théorie et la réalité, vous savez qu'il y a des différences. Je laisse la parole. Merci. Alors, merci beaucoup pour cette présentation, en sachant que je propose à ceux qui sont là de continuer à écrire leurs questions. Moi, j'avais une question parce que on se rend bien compte dans les questions que, et vous l'avez dit dans la présentation, hein, ça peut faire peur. 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, 1h30, un animateur. Enfin, ça peut faire peur. Vous avez donné une présentation qui montre que c'est pas 1h30 de travail intense, etc. Il y a du jeu, il y a le goûter, enfin, etc. Il y a des discussions, donc on montre qu'il y a bien tout ça. Les questions me font dire que les enseignants se disent ouh là là, est-ce que vraiment j'ai envie de me lancer là-dedans? Alors je vais vous poser une question très piège. Je suis désolé, Pierre et Alexis, de vous poser cette question-là, mais comment on peut faire pour que ceux qui sont ici se disent à la fin de la réunion, en fait, c'est absolument génial, vraiment, ça va nous aider dans le travail qu'on met en place avec nos élèves. Le plus, ce qui fait que, oui, on va se lancer. Parce qu'en effet, il faudra se lancer, il faut trouver quelqu'un, il faudra organiser de manière à ce qu'on ait 7h30 par semaine, de manière à ce que les devoirs tiennent compte aussi du travail qui est fait, etc. Enfin, voilà. Donc, voilà. Alors, je sais pas si... je vais répondre en tant qu'ancien chef d'établissement. Oui, au début, 1h30, ça fait peur quand on parle du projet. Mais le retour, nous n'aurions pas 45 clubs actuellement s'il n'y avait pas un bénéfice à la sortie. Donc, les 45 clubs sont la réponse de cette interrogation des 1h30, c'est trop. Mmh. Voilà. Donc, ça veut dire que les clubs, les écoles y ont trouvé leur intérêt et que les retours des enfants sont positifs et qui ne voient pas le temps passer et qui s'approprient ce club. Donc, donner des bonnes raisons, je n'en ai aucune. Simplement, 45 clubs dans l'enseignement privé catholique sur la France. Donc, ça marche. Ah oui. Je complète, nous travaillons chaque année avec 10 000 enfants. On a 2000 clubs au niveau national portés par des communes. Même réponse, c'est une association qui existe depuis 40 ans. Il n'y en a pas tant que ça, des associations, pour reconnaître un petit peu le milieu associatif qui fonctionne aussi bien, avec autant de salariés, hein. Il y a cette idée-là. Concrètement, le plus dur, c'est bien sûr de se lancer.
Et peut-être pour rassurer aussi sur les enseignants qui souhaiteraient animer ce club, ou s'investir dans le dispositif, ou proposer de l'animation, on a beaucoup de choses clés en main. On a la liberté de pouvoir choisir le mot du jour que l'on va proposer, de choisir le jeu que l'on va faire avec les enfants, de choisir le livre qu'on va avoir, mais on a quand même ce cadre qui est rassurant. On sait que chaque activité va venir. On va prendre en main, les enfants vont s'approprier le club, vous allez vous l'approprier, connaître les jeux, connaître les enfants de plus en plus. Et en tout cas, vous allez voir une évolution chez ces enfants qui vont se découvrir, qui vont être beaucoup plus à l'aise. Et on fait le choix concrètement. Et moi, je le défends aux élus des communes. Vous savez, 5 700 € pour 5 enfants. Le calcul, on est sur un coût par enfant qui est assez élevé, objectivement. On pourrait peut-être proposer un temps, 15 enfants à la MJC, j'en sais rien, pour ce prix-là. Mais on préfère axer et proposer quelque chose de qualitatif à 5 enfants. Et on va vérifier les bénéfices plutôt que quelque chose qui vise le nombre mais qui est moins qualitatif. Il y a vraiment cette idée-là. Vous avez parlé des modalités, donc on dirait un modèle de travail qui est proposé. Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce qu'il y a du matériel? Est-ce qu'il y a des livres ou des manuels qui accompagnent ça Je reprends Pierre. Oui, nous avons donc les temps de formation rémunérés qui sont proposés par l'association, plus des rencontres en cours d'année pour des régulations. En termes d'outils, on a un guide de l'animateur qui une trentaine de pages qui revient sur les formations initiales. Pourquoi on propose tel temps? La lecture, le mot du jour, le goûter. Pourquoi est-ce qu'on propose ce temps-là et comment est-ce qu'on le propose avec des exemples? On a une communauté d'animateurs qui échangent aussi, on a beaucoup de bonnes idées et nous avons concrètement une mallette, j'en ai parlé aussi rapidement, qui vous est envoyée, qui est dans le prix, compris dans le coût du dispositif avec une trentaine de jeux prédécoupés que vous avez à découvrir. L'objectif, c'est pas de faire les 30 chaque année, mais d'avancer avec votre club. Donc, tout est déjà prédécoupé. Vous avez pour chaque temps une liste d'activités à proposer, c'est ce que je disais, c'est préconçu en fin de compte. Oui, pour compléter un peu ce que dit Alexis, le fonds de dotation aussi prend en charge, vous avez vu, 80% de rémunération et 20% sont aussi, dans ces 20% peuvent rentrer les frais incombant à l'achat d'une mallette pour le club clé, mais qui resservira pour les années suivantes. Et puis, je sais que sur le site, il y a tout un tas de jeux qui sont imprimables et qui sont mis à la disposition des animateurs. Donc, une bonne imprimante, si possible couleur dans les établissements, et avec une plastifieuse pour pouvoir garder ces jeux aussi. Donc après, ces jeux peuvent servir aussi dans les classes. Voilà. J'ai vu aussi lourd pour les enseignants. Nous avons des enseignants dans les clubs qui assurent les clubs. Alors, il est vrai que si ce sont des enseignants du CP jusqu'au CM2, c'est vrai qu'une fois que la classe est terminée, ils ont énormément de corrections à faire, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément eux qui vont s'impliquer dans ces clubs. C'est vrai que les enseignants de maternelle, grande section, c'est pas pour dénigrer ces enseignants-là, mais c'est vrai que la charge de travail de correction après est quand même moins importante. Et leur disponibilité peut être un peu plus importante sur 2 séances, peut-être pas forcément sur les 4 séances de la semaine, mais sur au moins 2 séances, avec en binôme, soit un autre enseignant, soit une AESH ou une ASEM, ou voilà. Donc, bien à tout bien étudier. Je complète juste là-dessus, Pierre. C'est aussi l'occasion pour les enseignants de changer de casquette concrètement, puisqu'on essaye, c'est difficile, je le sais, d'enlever sa casquette d'enseignant et de devenir animateur. C'est une chance d'avoir un groupe de 5 enfants, c'est rare en fin de compte, sur des activités très ludiques, non pas ce que vous devez faire en classe, ne l'est pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Un groupe différent, une dynamique différente, et pour vous, je pense que ça peut, si vous avez un petit peu l'âme, voilà, c'est l'occasion de pouvoir vivre une expérience différente et enrichissante pour vous. Je voulais réagir sur aussi Véronique Tournier qui parle des devoirs. Si au bout de 15 minutes, les devoirs ne sont pas terminés, si ça doit durer 2 minutes de plus, il n'y a pas de difficulté. Mais c'est vrai que si ça doit durer encore un quart d'heure,
je veux dire qu'il faut se poser la question sur la teneur des devoirs qui sont donnés aux enfants de CP. C'est-à-dire que c'est du collectif, c'est-à-dire que chacun va pas faire la page de lecture en entier, mais il va y avoir un partage des enfants. S'il y a une page de lecture à faire, les 5 enfants vont être sur cette page-là et ils vont la faire, ils vont faire un petit morceau à tour de rôle. Donc c'est ce qu'on appelait bien le collectif et non pas de l'individualité. Hein. Et aussi, là, on en a parlé rapidement, mais de ce profil d'enfant. Et si, bien sûr, vous vous lancez, on prendra le temps de plus et de pouvoir échanger. Là, c'est format webinaire. Je voulais pas être trop lourd sur ma présentation. Il faut se poser la question. On a des enfants ce sera plus pertinent de leur proposer des temps d'APC, de l'aide aux devoirs après l'école. On a des enfants, c'est pas forcément d'aide aux devoirs dont ils ont besoin, c'est une appétence. Prendre confiance en eux, c'est d'être plus à l'aise, c'est d'avoir envie d'eux. Et donc, voilà, et moi je le dis, je suis un peu plus extrême que Pierre, et c'est vrai que je tiens à ces 15 minutes de devoir parce que c'est compliqué pour les animateurs, en fait. Ils prennent du retard et il y a des activités qui se font pas. Même si le déroulé, c'est bien sûr l'idéal, la théorie, en réalité, on ne peut pas forcément le faire à chaque fois et c'est bien un objectif vers lequel on va tendre. Mais moi, je suis plutôt à dire aux animateurs, si les devoirs ne sont pas terminés, on arrête au bout de ces 15 minutes. On peut mettre un chrono. Voilà, après, c'est à la teneur de chacun, mais je trouve qu'on n'a pas les mêmes objectifs, en tout cas, quand on propose trop de devoirs. On empiète sur d'autres. Est-ce que le travail des élèves donc, qui viennent sur cette heure et demie, est-ce qu'il y a alors je ne sais pas si on peut dire un amont et un aval, avec la classe dans laquelle ils sont? Et est-ce que ce qui se fait pendant cette heure et demie est en lien avec ce qui s'est fait, par exemple, dans la journée, et est-ce que ça peut être repris le lendemain, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose à côté? Au-delà des devoirs, évidemment. Plus il y a du lien, plus c'est intéressant. À voir, si vous êtes l'enseignant, c'est plus facile de pouvoir faire du lien entre la classe. Je sais que si c'est un animateur extérieur d'expérience, c'est plus compliqué d'échanger. 16h15, 16h30, de venir échanger avec vous sur ce qui s'est fait, c'est plus compliqué. Donc voilà la réponse concrète. Mais dans l'idéal, plus on va retrouver ce qui se passe dans la classe, plus c'est intéressant. Relire des histoires que vous avez déjà lues en classe, c'est intéressant. Étudier un personnage, une période que vous avez déjà vue en classe, c'est intéressant. Et surtout, on propose, j'en ai parlé, le premier temps de la séance qu'on a comptabilisé dans l'heure et demie, c'est les 5 minutes d'échange avec l'enseignant, pour ne serait-ce que pour la phono, en fait, puisque au-delà des devoirs, on a des jeux, des mémories avec des sons, des lettres, etc. Et tout ça, bien sûr, c'est logique qu'il y ait une construction. C'est vous qui restez maître d'œuvre sur l'avancement dans les apprentissages. Et donc, c'est important que vous puissiez avoir votre mot à dire dessus, bien sûr. Mmh. Et l'idéal, enfin, les enfants sont super fiers de venir présenter ce qui se passe dans le club, puisque c'est une chance, en fin de compte. On a des enfants qui se questionnent pourquoi moi je suis pas au club, des enfants qui ont un goûter, qui se font lire une histoire, qui sont un peu privilégiés. Et eux, des enfants qui sont censés être timides, viennent présenter devant la classe, c'est génial. Et du prix, je n'ai pas parlé du prix, Pierre, tu souhaites peut-être en dire un mot? Micro, Pierre. Pour les clubs CP, donc les clés, il y a chaque année à partir donc c'est fin mars début avril, ce qu'on appelle le prix des premières lectures. Donc ce sont 4 livres qui sont choisis par l'association Coup de pouce, qui vont être présentés durant 4 semaines. Donc chaque livre une semaine, avec le même type d'activité que sur les clubs, sur le club de la semaine, c'est-à-dire mots du jour, activité de son, activité de jeu, lecture du livre, etc. Si mes souvenirs sont bons, je parle sous couvert d'Alexis. Et à la fin, les enfants doivent élire le livre qui les a le plus intéressés. Ensuite, ces votes remontent au niveau national. Et là, tous les votes sont réunis et un des livres est choisi, ce qui n'est pas forcément celui choisi dans les clubs. Et ensuite, le livre lauréat est offert à tous les enfants des clubs clés. Alors, nous avons fait un choix sur Lyon pour tous les clubs clés de tous les réunir. Il y a ceux de Saint-Étienne, ceux des Monts du Lyonnais, ceux de Lyon, ceux de Roanne.
et de les réunir sur Lyon pour procéder à une petite activité un mercredi matin et réaliser un vote commun de tous les clubs. Donc c'est intéressant, on a eu une interruption du Covid, mais voilà. Donc ça permet aussi de souder ces clubs qui sont dispersés et qui ne se rencontrent pas ou très peu. Donc on a deux occasions sur Lyon, c'est la fête du savoir-lire, mais qui est purement locale sur Lyon, et puis la fête le PPL, et on voudrait essayer d'ouvrir ça aussi sur les CLEM, parce qu'il y a les petits jeux mathématiques, le prix des petits jeux mathématiques qui existent aussi au niveau des CLEM, donc des CE1. Voilà, mais chaque chose en son temps. En tout cas, c'est proposé ça chaque année et ça fait partie des actions qu'on mène avec les parents, puisque là, on parle beaucoup des enfants, mais il y a vraiment un volet parents où on va pouvoir les inviter à participer à ce vote, on va les inviter à participer à des séances, pourquoi pas à lire des histoires, pourquoi pas à lire une histoire dans une autre langue, si on a un parent qui parle une autre langue, ça ne devrait pas du tout être problématique. Et donc le livre ou le jeu, si on est en CP ou CE1, est offert aux enfants lors d'une cérémonie de clôture, ça fait aussi partie du cadre, entre guillemets, dont je vous parlais, où on remet donc le livre lauréat aux enfants, un cahier d'été et un diplôme à tous les enfants pour pouvoir participer. Donc, il y a tout un aspect cérémonial. On fait venir les parents, il y a des moments photos, etc. En tout cas, on les intègre. Et l'objectif du club, c'est là aussi où je différencie par rapport à de l'aide aux devoirs ou d'autres actions qui peuvent être périscolaires, qui peuvent être mises en place. On a vraiment l'objectif d'outiller les parents, de leur redonner confiance dans leur capacité à accompagner la scolarité de son enfant. Puisque souvent, on retrouve des parents qui sont dans le cadre du club qui n'osent pas venir dans l'école, qui n'osent pas échanger avec les enseignants, qui ne s'estiment pas légitimes d'accompagner parce qu'ils ont appris à faire différemment, les devoirs c'était pas les mêmes, ils ont peut-être pas été scolarisés en France, ils ont peut-être pas été scolarisés du tout. Et en fin de compte, ça va être de les rassurer en disant même si vous ne parlez pas la langue, de prendre votre enfant sur les genoux et quand lui essaye de lui lire une histoire dans une autre langue, de lui chanter une chanson, de partager une activité avec lui, de le questionner, tout cela va renforcer en fait la confiance en soi de votre enfant et les enseignants s'occuperont de l'amener vers la lecture, l'écriture. C'est pas à vous de mettre en place des dictées à la maison, etc. Ça, on a des outils de l'enseignant, des outils de les parents. Donc il y a vraiment cet aspect-là où on insiste en formation et je l'ai pas trop fait ici, mais avec les animateurs pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour rassurer les parents. Concrètement, des établissements sont intéressés pour commencer l'année prochaine. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? À qui ils s'adressent? Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être dans un premier temps, je vous propose de pouvoir, il y a certainement d'autres questions, des choses qui vont peut-être revenir, je vous propose d'en parler en équipe, puisque c'est l'idée que ça soit un projet d'école, que tout le monde soit partant, déjà du côté équipe éducative pour le mettre en place, de parler avec les enseignants de grande section en se demandant à la rentrée, est-ce qu'on va avoir des enfants ça peut être intéressant, etc. S'il vous reste des questions, je vous invite à me contacter. Je pourrais vous passer mon contact pour un échange téléphonique, par mail, par SMS. Ça fonctionne très bien. Vous n'hésitez pas pour qu'on finalise tout ça. Et je vous propose, Monsieur de Beauchesne, de centraliser peut-être les demandes à un certain point. Si on a 1, 2, 3, 4, 5 écoles, si on a 1, 2, 3, 10 clubs, on n'abordera pas la chose de la même manière si on doit se rencontrer, présenter d'autres choses, etc. Mais concrètement, en parler en équipe, on peut lever les dernières questions et c'est dès septembre, on rééchange en visio par exemple pour revenir sur le profil des enfants. Pierre, lui, sera disponible pour aussi le lien avec l'OGEC puisqu'il va falloir mettre en place des contrats, etc. On a des contrats types. Ça va être en fait, le défi, c'est sélectionner les enfants et sélectionner l'animateur. Une fois que ça c'est fait, au mois de septembre, on se laisse bien sûr à la rentrée, on définit de formation et le club démarre en novembre. Voilà. Donc première étape, on en parle en équipe, on revient vers l'association s'il y a des questions. Peut-être vous pouvez centraliser les infos et revenir vers moi en me disant tel club souhaite se lancer au mois de novembre, donc on prépare un temps où on rentre plus dans les détails au mois de septembre. Voilà, je pense que ça te semble logique, Pierre? Moi, je viendrais rajouter là sur les petits textos les 3 clubs sur lesquels on peut ouvrir, donc le CLA, le CLE et le CLEM. Voilà. Avec chaque fois un dispositif un petit peu différent et un financement qui est aussi en fonction de chacun des clubs, puisque les clubs n'ont pas la même durée et le même. Voilà.
Ensuite, pour le fonds de dotation, de toute façon, la priorité, c'est d'aller vers l'association Coup de pouce qui, elle, va faire toute la partie, je dirais, pédagogique matérielle. Moi, je peux essayer de répondre, d'amener quelques contrats types d'OGEC qui sont imparfaits, mais qui ont le mérite d'exister et qui sont issus de contrats que j'ai récupérés dans les établissements. Voilà, donc j'essaye de travailler avec le terrain. Ce sont des contrats, parce qu'en parlant de contrat, il est possible qu'on ait des personnes, des ASEM par exemple, qui souhaitent pouvoir participer enfin, animer un club. C'est des avenants à un contrat ou c'est des contrats particuliers? Alors, généralement, c'est un avenant qui est fait pour une durée déterminée parce que ce ne sont pas des heures qui sont assurées d'une année sur l'autre. Si le club vient pour une raison ou pour une autre parce qu'il n'y a pas d'enfants, il faut que ce contrat reste. Donc, il ne faut pas que l'OGEC soit… Donc, c'est bien un avenant pour surcharge temporaire de travail. Voilà, une activité temporaire. Hein. Oui, c'était la question que j'avais posée parce que du coup, ce n'est pas des heures sup. Voilà, donc c'est pas des heures sup, c'est bien un contrat qui va démarrer au mois de novembre et qui s'arrêtera au mois de juin sur une durée bien déterminée. Oui, et gardez en tête que pour ces contrats-là, c'est 2 heures rémunérées par jour, donc pour 1h30 d'animation, c'est aussi financièrement, c'est aussi intéressant. Ouais. Je rajoute aussi pour les OGEC que le remboursement se fait sur la base chargée. Quand je dis chargé, c'est pas simplement charge salariale, c'est charge salariale et charge patronale. Hein, voilà, un salaire entièrement chargé. Et pour être rassuré que théoriquement, si les calculs sont bien faits dès le départ, il ne devrait y avoir aucun reste à charge pour les établissements. Est-ce qu'il est possible un club ait 2 élèves d'une école et 3 d'une autre? C'est déjà arrivé, c'est possible, c'est difficile. Pas eu le cas. Pas eu le cas encore. Parce que c'est vrai qu'en Franche-Comté, on a parfois des petites écoles et que c'est possible qu'on ait. Enfin, j'en sais rien. Peut-être que le cas n'arrivera pas. Mais il faut. On perd une partie. Il y a l'intérêt, comme je disais tout à l'heure, de l'école d'associer les locaux de l'école avec les enfants, projet d'établissement et les parents. Je pense qu'on perdrait une partie qu'on ne s'assurerait pas. On ne pourrait pas proposer quelque chose d'autant qualitatif, malheureusement. Et en Haute-Loire, on a eu le même genre de questions et on a fait le choix de plutôt refuser ce genre de demande. D'accord. Et j'ai reprécisé pour ce très concrètement, le club langage grande section, il commence au mois de janvier pour 4 soirs par semaine jusqu'au mois de juin. Le club clé au mois de novembre, 4 soirs par semaine jusqu'au mois de juin pour les CP. Et le club de lecture, d'écriture, de mathématiques proposé au CE1 est conçu à 3 soirs par semaine, non pas 4, de novembre à juin. Vous pouvez, je vous invite à aller sur le site Coup de pouce, taper association Coup de pouce sur Google et vous avez… C'est ce que j'allais dire. Je mettrai le site coupdepouceassociation.fr. Je mettrai le site je fais un lien avec le site. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, je vois qu'il n'y en a pas d'autres qui arrivent. En tout cas, merci Alexis, merci Pierre pour votre présentation. Je souhaite sincèrement que nous ayons quelques clubs qui s'ouvrent en Franche-Comté l'année prochaine. J'avais déjà eu une présentation longue il y a quelques temps qui m'avait beaucoup intéressé. C'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant que les enseignants puissent l'entendre. J'ai conscience avec les questions que il faut se lancer, mais je crois ce que vous disiez sur le fait que c'est vraiment 1h30 particulière, animée, différente, etc. Donc c'est pas 1h30 de cours, c'est vraiment particulier. Les élèves apprécient. En effet, le fait qu'il y ait 2000 clubs qui existent montre que ça tient. Et puis depuis 40 ans, donc ça veut dire que c'est un vrai projet pour les élèves. Donc je souhaite en effet que l'année prochaine, nous ayons 1, 2, 3, 4 clubs qui s'ouvrent en Franche-Comté, peut-être plus, on verra. Vous avez levé la main, vous vouliez dire quelque chose? Non? Le micro. Oui, moi je voulais simplement rajouter aussi à tous les établissements qu'il faut bien, c'est le chef d'établissement qui va être porteur du projet, avec les enseignants qui le désirent, mais que l'OGEC doit bien être mis dans le coup parce que c'est eux qui vont faire l'avance de trésorerie
et il faut pas les laisser à l'écart de Bien toutes les sûr. décisions qui La sont. décision. Voilà. Ouais, merci. Alexis. Juste pour conclure, si peut-être aussi entendre parler du dispositif de quelqu'un d'autre que de l'association Coup de pouce et du fonds de dotation, n'hésitez pas à m'écrire, on pourra vous mettre en lien avec des chefs d'établissement de Lyon, des Monts du Lyonnais, en essayant de trouver une école qui correspond un petit peu au format de votre école, pour les entendre concrètement. Hein, ce sera eux qui pourront aussi vous en parler. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir offert la possibilité de présenter le dispositif. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Merci et puis bonne fin d'année à tous. Et puis à une autre fois, j'espère. Au revoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.